Les Romains ont décidé, après la fête du soleil, de ne pas voyager et d'attendre le messager Decius. Oreste a commencé à apprendre la langue une avec l'aide de Sabire. Une fois seulement. Quand Oreste est allé visiter les Onégèses, Salvien a pu discuter tranquillement toute une soirée avec Sabire. Ils ont vidé plusieurs coupes de vin et enfin, à la grande satisfaction de Salvien. Sabire devient plus bavard. Je me souviens avec plaisir des années de mon service dans la garde impériale de l'empereur Honorius. Il était drôle mais pas vraiment méchant. Une fois, Salvien écoute avec patience le récit de Sabire et ensuite lui pose une question directe. Attila et Essius devaient être des jeunes hommes ambitieux. Ils discutaient certainement de grands projets. Sabire, plongé dans ses souvenirs, sourit. Il parlait beaucoup de l'histoire romaine, des empereurs et des généraux célèbres. Comment Attila pourrait transformer la Hunie en empire puissant et comment Essius pourrait devenir un grand général. Ils discutaient des actions d'Alaric, roi des Visigoths. Attila s'étonnait comment un peuple, qui a fui sans se battre contre les Huns des rives de la mer Noire, a pu prendre Rome. Il disait qu'ils ne lutteraient jamais l'un contre l'autre. Salvien se redresse. Ils ont prêté serment ? Je n'ai pas vu, mais je n'étais qu'un des officiers de la garde qui les accompagnait. Essius a prêté un serment solennel de fidélité aux camps Zoros et Attila l'année dernière pendant la cérémonie de départ de l'armée au secours de l'empereur Jean. Il est bien dommage que nous ayons été en retard. On dit que Jean a exposé ses plans devant le Sénat qu'il a proclamé empereur sous l'ovation des sénateurs. Il voulait le rapprochement de Rome et de la Hunie tandis que votre Galla Placidia, une insensée, préfère les Goths. Salvien fronce le sourcil et l'interrompt. Quelle est la cérémonie de départ de l'armée chez les Huns ? Le chaman blanc récite la prière à Tangra pour le succès de la campagne, lui explique Sabire. Ensuite, les généraux prêtent. Au nom de Dieu, serment solennel de fidélité au camp. Les chamans blancs et les autres prêtres avec les commandants des détachements font la cérémonie de purification des armes des guerriers. Essius a donc prêté serment solennel de fidélité au camp. S'exclame Salvien. Bien sûr, confirme Sabire. Sinon, il n'aurait pas pu avoir une armée de 60 000 cavaliers. Quelques jours plus tard, le messager d'Essius arrive et s'arrête dans une maison voisine. Le premier soir, Oreste l'invite à dîner. Ce messager s'appelle Marc. C'est un officier d'Essius et un affranchi de sa mère. Il était avec le jeune Essius pendant son séjour chez les Huns. Il a maintenant une 50aine d'années. Au début du dîner, Oreste donne de la nourriture à l'esprit du feu et remarque ensuite: c'est intéressant que les Huns, qui habitaient avant si loin de nous, nourrissent l'esprit du feu. J'ai appris qu'ils ont le même rite de purification des armes que nos ancêtres, ajoute Salvien. Et ils ont des croix à 4 branches égales sur leur drapeau. S'exclame Oreste. Marc commence à raconter: quand je suis arrivé ici pour la première fois, il y a plus de 20 ans, cette ville n'existait pas. On ne voyait que le palais du prince Huldin, entouré par une enceinte. Maintenant, la ville s'embellit sous nos yeux. Oreste sourit. Huldin était un allié fidèle de l'Empire romain d'Occident. Il a sauvé l'Italie à plusieurs reprises et notre ami Sabire a participé sous son commandement à la bataille contre les Goths près de Florence. Marc continue ses souvenirs avec un plaisir visible. Attila, à cette époque, était déjà fiancé avec Kérékao, qui s'appelait alors Ankao. Nous les avons vus souvent sur le dos d'un même cheval, leurs corps noués. Dans un équilibre de temps en temps rattrapé. Tout le monde admirait ce couple, jeune et heureux. Attila aime beaucoup sa femme et c'est seulement pour des raisons diplomatiques qu'il doit avoir encore quelques concubines, filles de princes influents, qui vivent séparément, chacune dans sa maison.
Il leur accorde une grande liberté et même la possibilité de divorcer et d'épouser quelqu'un d'autre par amour. Les Romains sourient. Oreste dit, nous l'avons déjà remarqué. Racontez-nous. Quoi de neuf en Gaule? Marc soupire tristement. Essius vient de terminer son inspection. La situation est vraiment terrible. Les soldats, qui sont ramollis par le confort et gâtés par des prérogatives dangereuses, ne veulent plus porter les casques et même les cuirasses en cuir. Je ne parle pas des cottes de mailles et des lourdes cuirasses en acier. Partout, les officiers s'approprient une partie du salaire et de la ration de leurs soldats. Salvien objecte. Mais c'est la stellature qui est autorisée depuis longtemps par les lois. Marc le regarde, boit du vin et dit. La loi de 406 interprète la stellature comme un droit des tribuns de s'approprier jusqu'à 7 rations de leurs soldats dans une année. Nos officiers ont oublié ces restrictions. Bien que le salaire du commandant de légion soit 25 fois plus élevé que celui des soldats. Maintenant, ils pratiquent des choses absolument illégales. Les officiers, par exemple, donnent à leurs soldats des congés durables en échange de leur salaire et de leur ration pendant leur absence. Salvien baisse les yeux. Marc continue son triste récit. Nous avons vérifié dans plusieurs détachements les listes de soldats. Les officiers, presque toujours, ont dans ces listes plus de soldats que dans la réalité. Durant des années, ils laissent parmi les vivants leurs soldats morts. Il mouille encore sa gorge sèche avec du vin. Et il continue de recevoir de l'appareil central corrompu les salaires et les rations de ces âmes mortes. L'Empire est en péril. Essius doit même demander des mercenaires pour remettre un peu d'ordre dans les légions romaines. Je ne parle pas des troupes barbares auxiliaires, des Lètes et autres alliés douteux. Oreste regarde attentivement Marc. Et les Huns, ne sont-ils pas, eux aussi, des alliés douteux? Marc répond avec assurance, les Huns sont un peuple avec d'anciennes traditions impériales. Il n'existe aucun autre peuple barbare avec de telles traditions. Ils ont lutté avec succès contre la Chine et la Perse. Ils ont une religion forte. Quand ils prêtent serment au nom de Dieu, ce serment est inviolable. Mais, c'est l'amitié entre Essius et Attila qui est la garantie la plus sûre des bonnes relations. Peut-être, Essius sauvera-t-il l'Empire. Quels sont les objectifs de votre mission? Essius veut d'abord repousser les Francs et les Rhétes au-delà du Rhin, puis s'occuper des Burgondes sans oublier les Visigoths, les Alains, les Bagaudes. Sans mercenaires, c'est une tâche impossible. Je répète que la situation est vraiment critique. En plus, on ne connaît pas les intentions des Vandales et des Suèves installés en Espagne. Vous êtes donc venu recruter des mercenaires? Je pense que notre ami Sabir partira volontiers avec vous. Il aime visiter de nouveaux pays. Essius m'a demandé d'engager d'abord les anciens officiers de Stylicone et les anciens officiers de la garde impériale, comme Sabir, qui parle latin. Je suis venu avec la liste des meilleurs mercenaires qui étaient avec nous l'année dernière en Italie. Nous avons l'accord d'Attila et je peux commencer mes entretiens dès demain. Les Romains ne s'ennuyaient pas. Marc les présentait à beaucoup de ses amis et maintenant Salvien en sait beaucoup plus sur la naissance de l'amitié entre Attila et Essius. La majorité de ses amis de Marc, qui ont connu Attila depuis son enfance, étaient les commandants des détachements militaires stationnés autour de la capitale. Ils étaient très hospitaliers et gentils, répondaient volontiers à toutes les questions des Romains et s'intéressaient eux-mêmes à tout, des femmes à l'art militaire, de la cuisine aux discussions théologiques. Salvien notait avec une grande surprise que les Huns n'utilisaient pas de gros mots. Leurs plus grandes injures n'étaient que des comparaisons avec certains animaux. Seulement les plus riches buvaient du vin, denrée plutôt rare. Tous buvaient beaucoup de koumise, une boisson mousseuse et légèrement alcoolisée.
Oreste et Salvien sont impressionnés par le nombre de Huns qui veulent s'engager dans les unités 1 de l'armée des Sius. Chaque matin Marc reçoit des volontaires, les classes d'après ses critères. La majorité des volontaires sont jeunes. Certains sont trop jeunes et Marc les classe dans sa réserve pour les futurs recrutements. Le dîner chez un des amis de Marc se termine par la représentation de l'épopée héroïque. Un conteur raconte les actions par des vers rapides et chante les paroles des personnages. Sabir traduit à voix basse les passages les plus intéressants. Je regarde vers l'ouest. Là je vois la mer Aral, elle ne cesse de sonner ses lames. Cette contrée, dont on ne connaît pas les bords, est d'une incomparable beauté. Pour Oreste la mer Aral, cœur du pays des Huns, est à l'autre bout du monde. Il est frappé par le sentiment du danger, inattendu pour lui dans l'épopée du peuple puissant. Les ennemis commencent à offenser le monde du milieu et veulent détruire les heureux habitants et leur bétail. Mais les guerriers Huns sont prêts à défendre leur pays. Ceux pour qui le mot « ma patrie » n'est qu'un son, pour qui les steppes natales ne sont pas plus chères que les champs fertiles des pays étrangers, ne sont pas de vrais bâtirs. Chevalier des steppes. Pour un homme, il est honteux de mourir vieux dans son lit d'une maladie banale. Quelques gouttes de sang pour la patrie, un petit tas de matière pour la terre. Voilà la mort digne d'un vrai chevalier. Les adversaires sont sauvages et très puants, on voit ce monstre, ce sauvage qui propage une puanteur dont l'odeur s'élève en fumée. Oreste se souvient avec un sourire des descriptions des barbares puants par les auteurs romains. Il réalise à cet instant que les Huns, qui passent tout leur temps en plein air, ne sont pas puants et n'aiment pas la puanteur. Cette comparaison l'amuse, ainsi Oreste voit que, tout comme les barbares des auteurs romains, les fils de ces tribus des monstres sont très naïfs. Bien que puissants, les batailles des chevaliers sont réglementées même dans le cas où l'adversaire est un monstre. On prévient de l'attaque, on demande aux vaincus leur dernier vœu. On gracie les adversaires nobles. Les idéaux de la noblesse, de la gloire sont prioritaires pour les héros, ils pensent aussi à leur prestige posthume pour les générations futures. Ce qui est très important pour eux. La renommée et le prestige sont les valeurs les plus importantes pour tous les personnages. Ce qui est exprimé par une formule de triomphe que les vainqueurs adressent souvent à leurs adversaires, « J'ai abaissé ton nom glorieux, ton visage blanc est sali. Ta gloire est diminuée. » Même les monstres préfèrent mourir, plutôt que s'humilier devant les vainqueurs et perdre ainsi leur prestige. Le poème épique est rempli de scènes de poursuite et des exploits fantastiques des chevaliers nobles. Le récit se termine par le mariage du héros principal. Sa noce qui est en même temps la fête de la victoire. La chamane divine les bénit, que les récompenses et les châtiments soient distribués, que les massacres soient terminés. Et que le destin noir s'éloigne. Vivez dans la paix pour avoir un bétail fécond, pour construire des berceaux à vos enfants. Les Romains, ravis de cette soirée, rentrent en discutant vivement. Oreste dit, cette épopée me rappelle l'Iliade d'Homère. Sauf que les ennemis sont des tribus fantastiques de monstres puissants. Remarque Salvien. La majorité de ces monstres me rappellent les cyclopes et l'estrigon géant qui menacent Ulysse dans l'Odyssée. Les autres monstres ressemblent étrangement aux acéphales de l'histoire naturelle, de Pline avec les yeux et bouche sur la poitrine ou même parfois sur leur dos. Marc explique, les tribus réelles ne sont presque jamais mentionnées parmi les ennemis dans les épopées. À mon avis, on peut expliquer ce fait par le respect des lois de Moduncan, qui sont destinées à la consolidation de toutes les tribus des steppes. Les héros sont les Huns, les membres de la tribu du soleil, Kun ou Gun, avec les rênes sur le dos, c'est-à-dire de la religion tangraïste.
Oreste note vivement, les héros de l'épopée sont les défenseurs de leur pays, qui rêvent d'une vie heureuse et paisible, on ne voit aucune agressivité. Avez-vous vu les yeux des garçons qui écoutaient l'épopée? Cette épopée leur enseigne les idéaux d'honneur chevaleresque, de courage, de maîtrise de soi. Marc ajoute. Et aussi de l'amour du pays natal et du respect des femmes. Mais certains Romains méprisent ce peuple, fort et noble. C'est très dangereux. Salvien note, j'ai remarqué que les Huns, eux aussi, détestent les Romains. Ils nous regardent souvent avec un certain sentiment de supériorité. Marc explique tranquillement, il ne s'agit que du sentiment de supériorité des cavaliers sur les piétons. Chez nous aussi les chevaliers forment une aristocratie. Les cavaliers romains jouissent depuis toujours d'une estime particulière et de privilèges. Un cavalier a été considéré comme supérieur au centurion de l'infanterie. Les Huns n'aiment pas marcher à pied même sur de courtes distances. Un guerrier, dont le cheval est tué, est considéré comme perdu. Un cavalier des steppes doit disposer normalement de 3 montures pour sa remonte. L'expression un cavalier avec un seul cheval exprime un grand mépris. Un chevalier qui se respecte doit avoir un superbe cheval de 7 ans. Seulement les pauvres montent des chevaux plus jeunes. De même, la perte provisoire de son cheval porte atteinte à la dignité de l'homme. Un homme doit voyager en selle, le déplacement dans un chariot est dévalorisant pour lui. Quand des cavaliers se rencontrent, celui qui descend de son cheval montre par cette action la reconnaissance de la supériorité de l'autre, soit par son âge ou d'une autre sorte. Oreste ajoute. Les Parthes étaient aussi de remarquables cavaliers, vivaient juchés sur leurs chevaux, étaient respectueux pour le courage de leurs ennemis. Ils méprisaient comme les Huns le sédentaire, le piéton. Sobriquet dont ils qualifiaient les Romains et les Grecs. Ainsi, après leur victoire à Car, le jeune prince Parthe a été très surpris de voir le vieux consul Crassus à pied. Attitude dégradante pour un Parthe. Crassus a dû lui expliquer que ce n'est pas par humilité mais par un usage de son pays qu'il marchait à pied malgré son grade. Salvien rappelle. Onégèse dit que l'empire parthe a été fondé par une partie des anciens Sakas. Pensif, Oreste dit, nos cavaliers s'attachent parfois avec des cordes à leur selle. Personne ne sait tirer à l'arc en mouvement et, surtout, par-dessus son épaule, même les Wisigoths. Puis il sourit, c'est pourquoi, on nous transporte souvent en chariot. Comme les femmes.